Distingués invités, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, je me présente, François Roch, je suis le directeur du département des sciences juridiques à l'UQAM et vice-président de la Société québécoise de droit international. Je remercie tous les organisateurs de l'événement. Notre invité est avocat, universitaire et ancien ministre délégué de la Justice du Cameroun. Grand internationaliste et figure marquante du droit international contemporain, le professeur Kamto dirige depuis 2012 le principal parti de l'opposition de son pays. Donc, c'est à la fois un grand juriste, mais aussi un homme politique, comme vous le savez. Et c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Membre et conseiller juridique de la délégation camerounaise à la conférence diplomatique de Rome pour la création de la Cour pénale internationale, il fut de 1999 à 2016 membre puis président de la Commission du droit international, l'un des cénacles les plus prestigieux pour les juristes internationalistes. Notre invité, membre de plusieurs sociétés savantes, est aussi le fondateur de la Société africaine de droit international et membre curatorium de la prestigieuse Académie de droit international de La Haye. Juriste de grande envergure, il a représenté plusieurs États devant les juridictions internationales, devant la CIJ et devant la Cour permanente d'arbitrage notamment. Vous comprendrez que c'est un immense honneur pour l'UQAM et pour le département des sciences juridiques, de même que l'Institut d'études internationales de Montréal et le CEDIM, d'accueillir le professeur Maurice Kamto. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable conférence. Vous aurez compris que malgré les quelques 50 degrés Celsius qui séparent Montréal et Yaoundé en ce moment, je pense qu'il y a un rapprochement qui s'opère. Donc, merci beaucoup, professeur Kamto, de vous être déplacé à Montréal et d'avoir bravé la tempête, comme toutes les personnes qui sont dans l'assistance. Donc, bonne conférence à tous. Merci. Je serai bref. Mon nom est Olivier Barsalou. Je suis professeur au département des sciences juridiques et aussi directeur du Centre d'études du droit international et la mondialisation, le CEDIM. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux, si nombreuses et avec autant d'enthousiasme. Ça fait extrêmement plaisir de voir une salle remplie par tempête de neige à l'UQAM. Donc, merci à vous, public, de vous être déplacés. Je tiens, à titre de rappel, à souligner que l'IEIM et les techniciens à l'arrière vont capter l'événement aujourd'hui, donc une captation vidéo et sonore, et l'événement sera en Facebook Live, et diffusé donc simultanément donc sur Facebook. Et je vous invite peut-être à passer le message et à vous restreindre dans l'usage de vos caméras. Donc, et la vidéo de la conférence du professeur Kamto sera aussi disponible en ligne très prochainement. La présentation du professeur Kamto sera suivie par une période de questions. L'événement devrait durer 90 minutes environ et se terminer vers 15h30. Et à titre de rappel, ce soir, il y a le rallye politique qui est prévu au Palais des Congrès. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent débattre et continuer le débat politique, je vous invite à rejoindre la rencontre ce soir au Palais des Congrès à Montréal. Avant de laisser la parole au professeur Kamto, je souhaiterais remercier un groupe spécial de personnes à l'IEIM, à l'Institut d'études internationales, sans qui, en fait, cet événement n'aurait pas lieu aujourd'hui. Je tiens à remercier du fond du cœur Caroline Doyon, directrice adjointe, Catherine Poulbourg, coordonnatrice, Christina Popescu, coordonnatrice aussi, ainsi que toutes les autres qui sont venues prêter main forte aujourd'hui. Je pense à Valériane, je pense à Sophie. Merci infiniment pour votre aide, sans qui, en fait, cet événement n'aurait pas eu lieu. Finalement, je tiens à remercier le professeur Kamto, qui, en dépit des tempêtes politiques et des tempêtes hivernales que connaissent notre monde, c'est fait un plaisir de venir nous adresser la parole et discuter de droit international. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à le remercier d'être venu et je lui cède la parole. Merci, professeur Kamto. J'hésite entre rester ici et me tenir debout. Je crois qu'il est plus simple que je me mette debout. Monsieur le professeur Roch, chers collègues de l'Université de Montréal, du Québec à Montréal, je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude pour
les marques de sympathie et l'honneur que vous me faites de m'inviter à prendre la parole dans cette université fort prestigieuse et devant un auditoire aussi important. En général, des conférences de cette nature se tiennent devant un public beaucoup plus restreint, 40, 50, voire 100 personnes maximum. Là, on a tout un amphithéâtre entièrement plein. C'est donc pour moi l'occasion de remercier ceux nombreux qui se sont donné la peine, en dépit justement des intempéries, d'être là cet après-midi. Lorsque Alain Guy Sipo Tachou, pardon, il va me pardonner, j'ai toujours eu quelques difficultés avec son deuxième nom, m'a parlé de la possibilité de cette conférence et m'a demandé d'indiquer le thème d'une conférence. J'ai beaucoup hésité entre les thèmes classiques, les sujets classiques. J'aurais pu parler des obligations en droit international, notamment d'une question débattue au moins depuis 1966 avec la Convention des Nations Unies sur les traités, c'est-à-dire la notion des obligations de jus cogens, sujet encore en discussion devant la Commission de droit international, dont on ne sait finalement pas quel est totalement le régime. Donc j'aurais pu trouver là un bon prétexte de revenir là-dessus, dans un monde où de plus en plus d'obligations objectives émergent, notamment dans le domaine du droit de l'homme. J'aurais pu parler aussi, et ça j'en ai eu la tentation, d'un sujet touchant à la protection de l'environnement, qui est un sujet d'actualité, dans un monde où nous sommes tous interpellés par le futur de notre planète. Et puis je me suis dit, il y a là un sujet abandonné, oublié, comme si, en fait, la décolonisation était achevée. Comme si, après 1960, il n'y avait plus rien à dire sur le phénomène colonial et la décolonisation. Et en y regardant de près, je me suis dit, finalement, je vais montrer que le sujet et la question est toujours devant nous. Elle a évolué, l'acuité n'est plus la même que dans les années 1960 à 70. Pour autant, les questions ne sont pas résolues, les questions fondamentales demeurent. Et donc, j'ai proposé à mes collègues que je pourrais appeler, je l'espère, dans un proche avenir, des amis de l'Université du Québec à Montréal, ce sujet, droit international et décolonisation inachevée. Droit international et décolonisation inachevée. Parce que ce n'est pas achevé. On a pensé que le Conseil de tutelle des Nations Unies était devenu une institution obsolète, que le comité de décolonisation même n'avait plus sa raison d'être, qu'après l'indépendance des pays comme l'Angola, la Namibie en particulier, après une rude bataille des États africains contre l'Afrique du Sud, avec les États de la ligne de front, l'OUA, puis aujourd'hui l'Union africaine, pouvait se reposer de luttes acharnées depuis de plusieurs décennies pour décoloniser l'Afrique. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que la colonisation a touché la totalité du continent. Et nous pouvons bien constater aujourd'hui que la totalité du continent n'est pas décolonisée. Et je vais dire, on ne peut pas, et j'y reviendrai dans un instant, mais on ne peut pas parler de colonisation, de décolonisation sans parler d'abord de la colonisation ou de la colonie. Je ne vais pas décrire le processus politique et historique de la colonisation. Vous le connaissez. Mais la colonie, c'est quoi? C'est un territoire placé à un moment donné sous la souveraineté internationale d'un autre État. Donc, il s'établit entre ce territoire et les populations qui y habitent des liens de dépendance par rapport à la puissance administrante. Les régimes ont changé en fonction des parcelles des territoires concernés. Et je parle de territoires placés sous la dépendance, sous la domination d'une puissance étrangère à la suite d'une conquête territoriale.
c'est important de souligner la notion de conquête territoriale. Parce qu'on peut être placé sous la dépendance d'une puissance extérieure à la suite de négociations, d'un traité qui vous place sous la dépendance. Car dans ce cas-là, on va parler de protectorat. Vous cédez vos affaires internationales, la conduite de vos affaires internationales à une autre puissance. Et dans le cas d'un pays comme le mien, le Cameroun, effectivement, on a été placé sous la domination de puissances étrangères, mais sans être une colonie. Parce que en 1884, les Allemands signent bien un traité avec ce qu'on a appelé les chefs indigènes, en fait, les rois côtiers. Et le 12 juillet 1884, le traité qui marque la présence coloniale allemande sur le territoire camerounais est signé, je dois le rappeler, est signé entre des firmes commerciales, la firme Voreman et les chefs camerounais, les chefs Douala locaux. Mais comment est-ce que cet accord commercial devient un traité international? Parce que le représentant de l'empereur allemand, Nachtigal, qui est en Afrique du Nord, fait le voyage à Douala pour, par sa présence, transformer un acte, j'allais dire, de droit privé entre les commerçants, la firme Voreman qui vend les tissus et toutes autres choses, avec les chefs indigènes, en un traité international. Bien entendu, plus tard, un certain nombre d'internationalistes occidentaux, gênés aux entournures par le déséquilibre de puissance qu'il y avait entre les territoires et les chefs locaux et les États européens déjà développés, vont introduire une nuance dans le régime de protectorat en distinguant le protectorat du droit interne du protectorat du droit international. Et on va dire, le traité entre les chefs indigènes et l'Allemagne était un protectorat de droit interne. Autrement dit, le Cameroun était placé sous le régime du droit interne allemand. Ce n'était pas un traité international. Mais c'est une, excusez-moi, c'est une fumisterie. Il ne peut pas y avoir deux régimes de traité. Si vous dites que c'est un traité conclu entre des souverains, peu importe la taille du souverain, peu importe sa puissance, ce n'était pas un problème de puissance, c'est un problème d'entité juridique. Les chefs locaux Douala n'étaient pas sous la domination d'une autre puissance. Ils l'ont signé en tant que traité avec la puissance allemande. C'est pourquoi il s'agit d'un authentique traité de droit international. Comme il s'en est signé des milliers sur la côte occidentale africaine, il y en a eu 3000 de la sorte. Donc je voudrais insister là-dessus, sur ce phénomène de distinction entre le protectorat et le régime de la colonisation. Parce que lorsque vous avez un territoire sous le régime de la colonisation, les règles qui s'appliquent ne sont pas tout à fait les mêmes. Le territoire colonisé est entièrement placé sous l'empire juridique de la puissance coloniale. C'est la puissance coloniale qui édicte toutes les règles, alors que le territoire sous protectorat est, en ce qui concerne le Cameroun, lorsque le régime international va s'installer avec le mandat et la tutelle, le mandat sous la SDN, la tutelle sous l'Organisation des Nations Unies, ce seront les règles prises par la puissance coloniale, mais sous le contrôle de la Société des Nations qui a duré brièvement, ou de l'Organisation des Nations Unies pour ce qui est de la tutelle. C'est important de dire cela. Pourquoi? Et voilà la colonisation. Pourquoi? Parce que la colonie va évoluer généralement vers un régime de souveraineté internationale de l'entité coloniale. Soit sous la poussée des populations coloniales, soit sous la contrainte ou l'évolution du contexte et du droit international. Et donc va intervenir ce qu'on appelle la décolonisation. La décolonisation est un processus, mais qui, en droit international, apparaît comme un moment précis, fixe, j'y reviendrai. Un processus, pourquoi? Parce que généralement, les populations vont pousser la puissance coloniale à leur rétrocéder leur souveraineté internationale ou à partir, donc pour leur permettre de s'occuper de leurs propres affaires. Du point de vue du droit international, la décolonisation renvoie en quelque sorte à un instantané juridique. La décolonisation commence le jour de l'application de l'accord de décolonisation qui fixe une date.
Et c'est pour cela que vous allez voir que dans chaque pays entièrement colonisé, il va avoir une date de l'indépendance. Ce n'est pas banal. Le Cameroun est indépendant le 1er janvier 1960. C'est à compter de cette date que le Cameroun devient un État souverain au sens du droit international. C'est l'instantané juridique basé sur ce que l'on appelle l'outil possidetis iuris. Cela veut dire que ce que vous possédez au moment où on prononce l'indépendance, c'est ça qui est votre territoire et c'est cela qui fait de vous un souverain international. C'est la photographie de la situation telle qu'elle se présente à la date critique. La date critique, c'est la date de l'indépendance. Vous me direz que c'est une fiction, et en effet, c'en est une. Mais le droit international vit de fiction. Par exemple, fiction, on va faire comme si les États étaient égaux. Mais tout le monde sait parfaitement que les États ne sont pas égaux. Mais en disant qu'ils sont égaux, ça nous simplifie la tâche, ça nous simplifie la vie. Et on dit qu'un petit État a les mêmes droits qu'un grand État. Mais bon, mais on sait parfaitement qu'ensuite, le grand État peut exercer sa puissance, sa pression ou d'autres formes de contraintes sur l'État moins puissant pour obtenir ce qu'il veut. Mais ça arrange le juriste de faire comme si tout le monde était égaux. Donc de la même façon, on va faire comme si, à la date d'indépendance, c'est ce jour-là que tout commence, comme par miracle. La personne qui hier était Premier ministre d'un territoire colonial devient le lendemain président d'un État indépendant. Oui, comme ça. Or, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que c'est intéressant. La même personne qui, la veille, n'était pas un chef d'un État, le lendemain devient un chef d'un État et peut donc signer des traités et accords pour le compte de cet État. Mais des traités et accords qui engagent cet État sur le plan international comme si c'était un souverain qui était là depuis longtemps. Vous voyez donc, dès le départ, j'allais dire, il y a un vice originel. Parce que pourquoi pensez-vous que, puisque les traités, l'un des principes fondamentaux en matière du droit des traités, c'est l'égalité entre les parties, la souveraineté entre les parties, la réciprocité. Cela suppose que vous soyez à armes égales pour signer les traités. Mais comment voulez-vous que moi, colonisé d'hier, 24 heures avant, j'étais un colonisé, le lendemain, je suis devenu un indépendant et souverain, je signe un traité avec la même liberté, avec la même connaissance, avec la même souveraineté que l'État qui est là, la puissance qui m'a administré pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire un siècle. Voilà le problème de la décolonisation. C'est cette fiction qui fait que, à un moment donné, on croit que la décolonisation a tout réglé, alors qu'elle n'a rien réglé. Bien sûr, au 1er janvier, vous avez un drapeau, vous avez un hymne national, c'est parfait. On vous désigne d'ailleurs une capitale aussi. Mais on ne va pas bien au-delà de cela. Vous avez les attributs apparents de la souveraineté. Mais il vous manque la substantification de la souveraineté. Et donc tout le problème du droit de la décolonisation par rapport au droit international vient de là. Et n'oubliez pas que le droit international et la pensée juridique internationale, notamment occidentale, qui est une pensée provinciale, c'est une région du monde qui projette sur le reste du monde sa propre vision du monde. C'est ça. Les principes, la souveraineté de l'État, tout ce que vous vous imaginez, c'est Grotius, Hugo de Groot, un Hollandais, 16e siècle, qui dit, parce que son pays étant une puissance de navigation, tout petit pays, mais a des problèmes commerciaux, prône le principe de la liberté des mers. Donc il dit cela pour régler un problème de la Hollande. Il ne dit pas cela par générosité, parce que le principe que les mers soient libres est bon pour tout le monde. C'est pour régler un problème commercial néerlandais. Et je peux citer plein d'autres principes comme cela. Et c'est ce principe qu'il projette sur le reste du monde et on dit c'est le droit international. Et donc il faut bien être conscient de la dépendance que nous avons vis-à-vis de la pensée occidentale par rapport au droit international. Si nous ne développons pas une vraie pensée critique par rapport à cela, on ne comprendra pas. Il faut questionner les principes. D'où viennent-ils? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont encore pertinents et opérationnels aujourd'hui? Donc de la même façon, la colonisation va développer quoi? Le principe
de la Terra Nullius. Terre vacante et sans maître. Terre n'appartenant à personne. Et vous allez arriver sur les côtes occidentales, africaines ou orientales, peu importe. Et les gens sont dans leur village. Mais ils n'ont pas posté des armées partout pour voir celui qui empiète sur leur territoire. Et vous dites, je n'ai rencontré personne. Mais bien sûr que vous n'avez rencontré personne parce que ce n'était pas leur souci. Ils vont à leurs occupations quotidiennes. Mais c'est bien leur territoire. Mais vous décrétez que c'est Terra Nullius. C'est une terre vacante, sans maître, dont j'en prends possession. Voilà la colonisation. J'en prends possession. Donc, le seul titre juridique que j'ai sur ce territoire, c'est la conquête, le fait que j'ai pris possession un jour en déclarant que c'est un territoire sans maître. Et fort de ce principe que je me suis forgé, qui est un terme, comme vous voyez, c'est une expression du droit romain. Et d'ailleurs, le droit international, comme une grande partie du droit latin, doit beaucoup à Rome, disons, l'Empire romain. Tout ce qu'on a, à 90% c'est du droit romain, interne d'ailleurs, pour régler les problèmes internes que l'on a transposés par adaptation au droit international. Parce que finalement, la notion de terra nullius, de terre sans maître, vient de quoi? Le titre que vous allez obtenir du fait de la terra nullius, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, y compris aujourd'hui, l'usucapion. C'est-à-dire la prescription acquisitive. Le fait que je me sois installé sur un territoire qui appartenait à personne devient ma propriété du fait de l'occupation. Mais je dis, dans le cas de l'Afrique, les territoires n'étaient pas sans maître. C'est simplement que si moi je suis dans la forêt du Sud, je mène ma chasse, je ne suis pas obligé de planter un drapeau ni de mettre des bornes frontières. Comme chez vous. Donc, vous ne devez pas en conclure que c'est un territoire sans maître. Donc, on l'a fait. Donc, à l'indépendance, donc, on va prononcer cela. Et on va dire, la puissance coloniale a occupé un territoire qui n'appartenait à personne. Bon, maintenant, on a évolué. Il va vous concéder l'indépendance. Mais il va s'organiser pour que cette indépendance ne signifie pas la fin du contrôle sur ces territoires. Et vous allez voir que même l'aspect que l'on croyait acquis, c'est-à-dire la décolonisation territoriale, n'est pas terminé. À plus forte raison, le maintien des liens de dépendance, le maintien des liens de dépendance, qui fait que même dans la post-colonie, la colonisation continue encore. C'est autour de ces deux idées que je voudrais faire mon exposé très rapidement. L'inachèvement de la décolonisation territoriale et le maintien des liens de dépendance juridique dans la période post-coloniale. Donc, l'inachèvement de la décolonisation territoriale. Je vais juste vous donner quelques exemples pour illustrer cela. Premier exemple, la décolonisation, comment pourrais-je qualifier cela? La décolonisation débarras. C'est-à-dire que la colonie devient un problème, on veut s'en débarrasser et on ne se soucie pas trop de comment effectivement on s'en débarrasse. L'exemple typique, c'est le Sahara occidental. Territoire anciennement sous la domination de l'Espagne. Et lorsqu'en 1974, de 1973 à 1974, l'Espagne décide de partir, l'Espagne n'organise pas les conditions de la décolonisation du Sahara occidental. L'Espagne se retire. Il est vrai que l'Espagne avait ses propres problèmes internes, sévères à ce moment-là, car le processus démocratique était en train d'émerger en Espagne. Et ils étaient beaucoup plus préoccupés de voir comment mettre un terme à cette période de dictature féroce qui avait vu justement les généraux diriger l'Espagne que de savoir comment, dans quelles conditions le Sahara accédait à l'indépendance. Mais il en résulte que nous avons là une épine que l'Afrique traîne encore jusqu'aujourd'hui parce que se retirant dans ces conditions, il y avait un vacuum, un vide juridique que certains voisins ont vite fait de combler. D'abord la Mauritanie, dans un premier temps, en même temps que le Maroc, puis la Mauritanie s'est retirée en disant voilà, c'est un territoire, c'est pas le mien, et le Maroc y est resté. Et l'Assemblée générale va demander un avis consultatif sur le statut du Sahara occidental, qui va donner lieu donc à ce fameux avis de 1975 de la Cour internationale de justice, qui justement bat en brèche
la notion de terra nullius, en disant non, le territoire du Sahara occidental n'était pas un territoire sans maître, parce que le Maroc soutenait cela, en disant nos populations nomades allaient jusque dans le Sahara occidental, et les populations du Sahara occidental, avaient des liens d'allégeance au souverain marocain. Et donc, le Sahara occidental est territoire marocain. L'avis consultatif de la Cour en a décidé autrement, en disant que ce n'était pas un territoire sans maître. Il faut donc décoloniser le Sahara occidental, notamment par un référendum d'autodétermination. On en est là jusqu'aujourd'hui, puisque ce référendum n'a jamais été organisé, comme vous le savez. Problème sur qui va prendre part au référendum. Est-ce que ce sont, le Maroc dit, les populations du Sahara occidental qui sont au sud de l'Algérie, à Tindouf, ne doivent pas y prendre part. Dans le même temps, depuis presque une vingtaine d'années, la présence marocaine est importante, dont les populations marocaines ont occupé le territoire du Sahara occidental. Si on organisait le référendum aujourd'hui, l'identification des participants serait très difficile. Donc on est un peu dans l'impasse. Voilà le premier exemple. Donc, décolonisation, débarras. Mais il y a d'autres formes de décolonisation. C'est ce que j'appellerais la décolonisation à reculons. La puissance coloniale décolonise, mais sans vouloir partir. Ou alors en gardant quelque chose. Et dans le cas des grands empires coloniaux, comme ceux de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, et de la France, on va essayer de garder quelques confettis de l'Empire. Et le cas le plus illustratif, c'est toujours en Afrique, notamment dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, vous avez, première situation, celle de l'archipel des Chagos. La Grande-Bretagne achète les Chagos à l'île Maurice en 1965. Mais l'île Maurice n'est pas indépendante à ce moment-là. Donc c'est à un territoire encore colonisé, sous administration britannique. Achète et installe une base militaire, concède ensuite donc l'île, notamment l'île principale, Diego Garcia, aux États-Unis pour construire une base militaire. Et cet accord devait durer jusqu'en 2016. Et en 2016, la Grande-Bretagne a renouvelé le traité jusqu'en 2036. Et c'est là que l'île Maurice dit non, nous sommes devenus un territoire, un État indépendant. Vous ne pouvez donc pas concéder quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc là aussi, les deux parties, l'Assemblée générale des Nations unies a demandé un avis consultatif sur le statut de Chagos, et l'avis consultatif a été très clair. C'est tombé le 25 février 2019, qui a été très clair en disant que la Grande-Bretagne doit plier bagage, donc on doit quitter l'archipel des Chagos le plus rapidement possible parce que c'est territoire de l'île Maurice. Deuxième exemple, dans l'océan Indien, c'est Mayotte. L'île de Mayotte fait partie des Comores, de l'archipel des Comores. En 1974, la France organise le référendum d'autodétermination dans les Comores. C'est un archipel composé de 4 îles. La Grande Comore, Moélie, Anjouan et Mayotte. Les populations des Comores votent. Dans les 3 îles, Grande Comore, Moélie et Mayotte, elles votent à environ 99% pour l'indépendance. Sur l'île de Mayotte, les populations votent à 63% pour le maintien dans la République française. Mais je dis bien, il s'agit d'un archipel, donc d'un seul État. Donc, normalement, on devait additionner les voix de l'ensemble des 4 îles pour déterminer si les populations des Comores ont décidé d'être indépendantes ou de rester dans la République française. Mais là, pour le coup, on a fait du sissonnage. On a dit, voilà, on reconnaît l'indépendance des 3 îles qui ont voté à 99% pour l'indépendance, mais la 4e, où on a voté à 63% pour le maintien, on l'enlève. Et elle devient partie du territoire français.
Et comme vous le savez, en 2011, on a départementalisé Mayotte, c'est-à-dire que Mayotte est devenu la 101e département de la France et 5e département d'outre-mer de la France. Mais je dois dire que dès 1974, et de façon plus précise en 1975, l'Assemblée générale des Nations unies, par une résolution 3385 de 1975, a dit clairement que la puissance coloniale devait respecter l'unité et l'intégrité territoriale des Comores. Et donc avait décidé de ne pas reconnaître le détachement de Mayotte par rapport à l'archipel des Comores. L'Organisation de l'Unité africaine a voté dans le même sens une résolution. Et en 2011, d'ailleurs, lorsque la départementalisation a eu lieu, il y a eu une nouvelle résolution de l'Assemblée générale et surtout des prises de position de l'Union africaine qui ont condamné très clairement justement la souveraineté française sur Mayotte et la départementalisation. Vous voyez donc que par ce comportement, les puissances, qu'elles soient britanniques hier jusqu'à l'avis consultatif, on verra d'ailleurs ce que les Britanniques vont faire de cet avis, puisque un avis consultatif n'est pas un arrêt de la Cour internationale de justice, il n'est donc pas contraignant, même si en pratique jusque-là tout le monde respecte les avis consultatifs de la Cour internationale de justice. Je crois que la Grande-Bretagne n'a pas encore décidé clairement ce qu'elle entend faire de cette résolution. Donc que ce soit dans ce cas-là ou dans le cas de Mayotte, nous sommes dans une situation où le principe de l'autodétermination, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est battu en brèche. Donc il y a une rébellion de la puissance contre les règles du droit international quand ça les arrange. Je rappelle que ce principe d'autodétermination et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui avait été formulé et surtout expérimenté pour la première fois dans les années 1900, notamment avec l'avènement, enfin la création de la Turquie et les États de la région, a été adopté sous forme d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 1960 et que tout le monde, enfin la plupart des internationalistes considèrent qu'il s'agit désormais d'un principe du droit international coutumier. Et qui dit droit international coutumier dit une règle opposable à tous les États, d'ailleurs qu'ils soient partis à un traité ou pas. Et donc, on voit bien que dans le cas d'espèce, il n'y a pas respect d'une règle de droit international dès lors qu'une puissance estime que ses intérêts vont à l'encontre. Et donc, du coup, pour faire un rapprochement avec l'actualité, vous voyez combien inextricable peut être la situation, par exemple, de la Crimée. Si vous dites, vous condamnez un État parce qu'il a envahi la Crimée et il a étendu sa souveraineté là-dessus, alors que vous-même, enfin, vous devez être mal à l'aise parce que, bon, vous avez également, par le biais... Regardez très bien. Dans le cas de la Crimée, le pays qui a envahi la Crimée organise un référendum. On peut appeler ça semblant de référendum, peu importe, ça en est un, n'est-ce pas? Formellement, comme ailleurs. Donc il va vous opposer, bah oui, il y a un référendum, les populations de là ont décidé qu'elles veulent bien se rattacher à la Russie. Je ne vois pas au nom de quoi vous devez vous en offusquer. Et du coup, comme chacun a un cadavre dans les placards, on va dire, bon, voilà, il vaut mieux se taire. Bon, nous, on a fait là et on fait. Donc, il faut bien voir comment, effectivement, la puissance peut également à la fois être une source de protection et de défense du droit international, mais une source de désordre juridique international. Je ne vais pas m'attarder sur le cas des îles éparses, parce que c'est une situation pendante. Les affaires qui sont pendantes, je n'en parle pas, parce que c'est aux instances internationales qui ont été saisies d'en décider. Mais les îles éparses, c'est toujours dans l'océan Indien, au large de Madagascar. Madagascar a accédé à l'indépendance en 1960, mais sans les îles éparses. Et comme vous le savez, le chef de l'État français récemment s'y est rendu et a déclaré que c'était un territoire français. Et donc, du coup, je crois que le problème est en train de rebondir très probablement. Je crois que les deux pays ont mis en place une équipe, une commission qui va en discuter, mais il n'est pas exclu que ça finisse devant la Cour internationale de justice. Voilà très rapidement. Je dois ajouter que ça, c'est la décolonisation territoriale. Mais il y a une conséquence importante de la décolonisation territoriale inachevée, ce sont les problèmes frontaliers auxquels donne lieu la décolonisation. Et
l'Organisation de l'Unité africaine a essayé d'y répondre grâce à la résolution de 1964, dite résolution adoptant le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Au fond, c'est la doctrine qui, progressivement, a parlé de l'intangibilité, et la Cour internationale de justice, dans son arrêt de 1986, dans l'affaire du différend territorial entre le Burkina Faso et Mali, a consacré cela comme principe de l'intangibilité. Mais à l'origine, c'était le principe de l'immuabilité, c'est-à-dire les frontières héritées de la colonisation doivent être immuables. Intangible veut dire une fois pour toutes, né varié, tout ça ne changera jamais. Mais il faut bien comprendre que on ne peut pas interpréter cela comme des frontières qui ne peuvent pas bouger, puisque deux États souverains peuvent à tout moment décider de modifier leurs frontières. Donc c'est dans ce sens qu'il faut désormais entendre le principe de l'intangibilité. Et nous avons de nombreux conflits ou différents frontaliers aujourd'hui en Afrique comme conséquence d'une décolonisation qui effectivement ne s'est pas occupée de l'assiette territoriale du territoire nouveau. On s'est dit, voilà, c'est à peu près comme c'était généralement des ensembles faisant partie d'une même colonie. Si vous prenez l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française, c'était un même ensemble. Et généralement, ce sont les limites administratives que les préfets ou les sous-préfets, après l'indépendance, mais surtout avant l'indépendance, le haut commissaire traçait entre les colonies qui deviennent frontières. Mais généralement, c'était des frontières imprécises parce que c'était un même État, un même empire, dont on n'était pas très soucieux d'être très très précis sur les frontières. Aujourd'hui, que ces anciennes entités coloniales sont devenues des États indépendants, cela pose problème. Et donc il y a de nombreux différends entre États africains. Je pense, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'assister à un certain nombre de plaider pour un certain nombre d'États africains dans de tels contentieux, mais il en existe encore. Et donc, si les étudiants de l'UQAM qui s'intéressent au droit international sont attentifs à cela, ils auront peut-être beaucoup de travail à l'avenir. Je crois qu'il y a devant, en perspective, de nombreux contentieux. À l'heure où je vous parle, il y a l'affaire de l'île de Banier et Cocotier entre la Guinée équatoriale et le Gabon, justement parce que la décolonisation ne s'est pas penchée sur les limites et les frontières entre les deux pays. Donc, il y a une grosse dispute, un gros différend. D'ailleurs, ils ont déjà signé le compromis de saisine pour saisir la Cour internationale de justice. Pour l'instant, il reste simplement à savoir celui qui va faire le premier pas pour aller déposer au greffe de la Cour, et le contentieux va commencer. Mais vous avez aussi de nombreux autres cas. Je vois, il y a un différend potentiel entre le Bénin et le Burkina Faso, n'est-ce pas, toujours à propos de la délimitation des frontières et de nombreux autres. Et alors, je ne vous parle pas des frontières maritimes, qui n'avaient pas du tout, retenu l'attention des puissances coloniales et qui deviennent un très, très gros problème aujourd'hui, d'autant plus que les enjeux pétroliers et gaziers sont énormes. C'est le cas, par exemple, entre le Kenya et la Somalie, mais on peut multiplier sur toute la côte occidentale comme orientale. Ces conflits, effectivement, abondent. Permettez-moi de dire très rapidement, donc quelques mots sur la deuxième partie de cet exposé, qui est le droit international au service de la dépendance post-coloniale. Et on peut l'observer, pour l'illustrer très rapidement, à travers deux phénomènes. D'abord, la dépendance militaire. Les accords de coopération militaire conclus généralement à la veille ou immédiatement après l'indépendance, effectivement, créent de tels rapports. Et même lorsque ces accords en matière de défense ont été renouvelés un peu récemment, je vois un certain nombre de pays africains qui ont renouvelé leurs accords en matière de défense. Par exemple, avec la France en 2009, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours quand même un certain nombre de clauses particulières qui montrent que la souveraineté de ces pays, ou en tout cas la décolonisation, n'est pas tout à fait achevée. Je me garde même de parler des bases militaires. Mais si nous prenons même des pays qui n'abritent pas des bases militaires, vous verrez par exemple que dans mon propre pays, l'accord de 2009, n'est-ce pas, qui a remplacé les anciens accords de défense, prévoit par exemple que la base logistique française à Douala est inviolable. Donc c'est inviolable. Donc les autorités camerounaises ne peuvent pas y pénétrer.
Donc les militaires ne peuvent pas y pénétrer de la même façon qu'il y a une exonération, disons, des taxes douanières et fiscales. Donc pour tout le matériel, les équipements qui y va. Juste ça. Je donne juste ça à titre illustratif. J'ai pas le temps d'analyser tous les accords dans les autres pays. Et ça, ce sont des accords plus récents. Les accords des années 59 à 60 étaient, j'allais dire, allaient bien plus loin et vraiment installer des relations de dépendance, puisque d'ailleurs, ce sont des accords qui permettaient à la puissance anciennement administrante d'intervenir pour maintenir au pouvoir, n'est-ce pas, tout gouvernement qui était signataire d'un tel accord et qui estimait qu'il pouvait être mis en danger par sa propre population. Deuxième point illustratif, là aussi j'irai très vite, c'est dans le domaine économique. Et là, nous pouvons commencer par ce qu'on a appelé les accords de coopération économique, notamment en matière commerciale, entre les pays africains et en particulier les pays européens. Les accords de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Lomé 1, Lomé 2. Et enfin, l'accord de Cotonou de 2000. Et il ne vous aura pas échappé qu'aucun de ces accords n'a permis le développement de l'Afrique. Mais comment voulez-vous signer dès les années 60 l'accord de Yaoundé 1, je crois que c'est entre 62 et 63, si je me trompe. Accord commercial. Le Cameroun ne produit encore rien sur le plan industriel et quelques produits agricoles. Ce qu'on a appelé les produits de rente, c'est-à-dire le cacao, le café, le thé, le coton. Et on vous dit, c'est un accord d'échange commercial. Sauf que, en fait, vous recevez tout et vous n'échangez rien. Et c'est ça. Et du coup, en même temps, le caractère pernicieux de ces accords vient de ce que ça vous spécialise. Parce que vous dites, j'ai un marché pour le cacao, alors donc il faut que je produise davantage de cacao parce que je vais bénéficier du marché qui m'ouvre justement les perspectives non douanières, non tarifaires. Vous allez donc produire toujours sans transformation. Ce n'est pas des produits industriels. Vous devez produire et renvoyer brut. Donc vous produisez beaucoup de cacao, beaucoup de café, beaucoup de coton. Donc vous ne déterminez pas les prix. Hein? Après, on vous a chanté tout au long des années 70, vous n'étiez pas encore né, mais la détérioration des termes de l'échange. Qui détériore quoi? Vous échangez d'abord quoi pour que ça se détériore? Donc vous vendez le café, vous vendez le coton, et alors vous produisez que ça. L'industrie africaine est nulle parce qu'il y a eu cette spécialisation par le corset des accords, signés trop tôt. Et donc, vous avez vu que 40 ans, 50 ans, 60 ans d'accords n'ont permis à aucun pays africain de bouger. Maintenant, subitement, on vous dit, vous êtes devenu grand. Il faut signer des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. C'est encore mieux. On va supprimer toutes les barrières tarifaires. Donc, du coup, les barrières douanières qui vous permettaient d'avoir des recettes douanières pour alimenter votre budget vont disparaître. Parce que de toute façon, vous n'avez toujours pas d'industrie, puisque les précédents accords ne vous ont pas permis d'installer l'industrie, mais simplement, vous allez être le déversoir des produits européens. Qui, dans certains cas, vont concurrencer la petite industrie locale qui commençait à naître. Voilà le problème. Parce qu'il faut que l'on se dise les vérités sur la scène internationale. Vous ne pouvez pas, dans le même temps, déplorer l'immigration massive, y compris illégale, des jeunes Africains, qui ne trouvent pas de perspective chez eux, pas de travail chez eux, et en même temps les inonder de façon à ce que le développement soit impossible chez eux. Ils sont consommateurs en bout de chaîne. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée lorsque vous êtes simplement consommateur. Il vous faut d'ailleurs trouver de l'argent pour continuer à consommer. Donc, voilà pourquoi je mets ces accords-là au rang des accords postcoloniaux qui solidifie les liens de dépendance coloniale. Mais il y a aussi dans le domaine monétaire, notamment en ce qui concerne les pays de la zone franc, des accords qui ont effectivement maintenu les pays africains dans cette relation de dépendance en leur enlevant le levier qui permet à tout État souverain de mener sa propre politique monétaire. Ce n'est pas seulement fantaisiste, ce n'est même pas idéologique comme j'entends beaucoup, c'est vraiment technique et économique. Bon, bien sûr, la décision est éminemment politique, la souveraineté monétaire est quelque chose de politique, mais au final, c'est que on vous enlève un des leviers qui vous permet
d'organiser votre propre développement. On vous dit, oh, vous avez la stabilité monétaire. Qu'est-ce que vous faites avec la stabilité monétaire grâce à une parité fixe? Les experts nous disent, bah non, cette stabilité vous permettait simplement d'assurer aux entreprises de la puissance dominatrice de venir s'installer en sachant que l'argent qu'il investit chez vous, il ne perdra pas un centime dessus puisqu'il a une parité fixe. Oui, alors que par le jeu de la politique monétaire, par le jeu de la dévaluation et tout ce que vous voulez, vous pouviez justement avoir une marge qui vous permet effectivement de modifier les rapports. Donc, c'est stable, c'est fixe. Il investit 10 francs, il sait que je retirerai 15 francs et il est sûr qu'il retirera les 15 francs parce que la parité fixe de la monnaie vis-à-vis de la devise métropolitaine hier et vis-à-vis de la devise européenne lui garantit cela. Et évidemment, nous connaissons tous les autres aspects, le fait que les fonds étaient déposés au Trésor français et non pas à la Banque de France. Parce que si c'est la Banque de France est une banque. Donc elle doit rémunérer l'argent. Hein. Mais quand c'est au Trésor, c'est une administration de l'État, donc c'est même ça devient des recettes budgétaires. Et donc votre propre argent peut vous être prêté parce que bon, c'est un argent que vous avez déposé à l'origine avant la révision de 1972, c'était 63% des dépôts qu'il fallait faire après les accords de la modification de 72-73, c'est devenu 50%, mais c'est toujours beaucoup. Sans compter que lorsque ce panier commun de réserve, puisque tous les pays de la zone franc mettent dans le même panier, la garantie que vous donne le pays, vous ne l'appelez pas tout le temps parce que les pays qui ont davantage de réserves soutiennent ceux qui n'ont pas assez de réserves, sans qu'ils aient à intervenir. Donc, si la Guinée équatoriale ou le Cameroun a davantage de réserves parce qu'il a vendu plus de pétrole et que la Centrafrique n'a pas assez de réserves, il va y avoir donc un jeu de compensation. On n'appellera pas la France en garantie, puisque vous pouvez faire ça entre vous. Et si votre compte d'opération au Trésor français devient déficitaire, normalement c'est là que le garant doit jouer, parce qu'il doit approvisionner le compte. Mais il ne le fait pas. À ce moment-là, il vous impose la dévaluation. Donc, nous sommes là face à des accords et nous avons suivi dernièrement que quelque chose a commencé à bouger sur ce terrain-là. C'est bon, très bien, ça va dans la bonne direction. Moi, je dis, il faut voir ce que ça va donner parce que le diable est dans les détails. Donc, on est sorti de l'appellation déjà, symboliquement, on est allé à l'éco. Donc, c'est plus le franc CFA, ce sera l'éco. Où seront déposées les réserves? Est-ce qu'il y aura encore des réserves? Apparemment non. Tant mieux. Mais il y a quelqu'un de généreux qui se propose pour continuer à être garant. Et tout le problème est là. Alors, voilà. Alors, si vous garantissez, parce que dans l'accord de 1972, l'article 7 disait que la BEAC est une institution multinationale africaine à la gestion et au contrôle duquel participe la France en contrepartie de la garantie de sa monnaie. Voilà, ça ce sont les termes. Vas-y, exact, je cite de mémoire, mais c'est cela, de sa monnaie. Bon, donc, c'est en vertu de la garantie de sa monnaie qu'elle devait participer à la gestion et au contrôle. Maintenant, elle vous dit, bon, très bien, c'est l'éco, et puis vous ne déposez même plus chez moi, mais je suis garant. Donc, la clause en vertu de laquelle elle participait à la gestion et au contrôle demeure. C'est pour cela que j'ai dit, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, et j'ai dit, donc le diable est dans les détails, on nous a annoncé un accord entre le ministère français des Finances et les institutions financières de la zone franc en Afrique, c'est-à-dire BEAC et BCAO en Afrique occidentale. Pour l'instant, la BEAC observe encore. Non. Et donc, il faudra que nous attendions de voir ce qui sera dans cet accord pour savoir vraiment si on est sorti du franc CFA ou bien si on a seulement changé d'appellation. Voilà les quelques indications, les quelques éléments que je voulais, à grands traits, vous présenter pour illustrer mon idée selon laquelle la décolonisation est inachevée. Et
Je terminerai simplement en disant une chose. Afin de permettre au droit international de jouer pleinement son rôle de règle organisant la vie dans la société internationale, il faut décoloniser le droit international. Il faut le décoloniser lui-même. C'est-à-dire que nous devons avoir un regard critique sur les concepts du 19e siècle qui étaient forgés pour asseoir la colonisation. Ce n'était pas forgé abstraitement pour le plaisir intellectuel et spéculatif de créer des normes. C'était pour asseoir les intérêts et la colonisation. Donc nous devons commencer donc par une vraie critique de ces concepts et de ces principes. Nous devons aussi essayer de regarder au-delà du 19e siècle pour voir les origines historiques du droit international. On enseigne de moins en moins l'histoire du droit international dans les facultés. C'est vrai que c'est une matière qui est devenue obèse. Et donc, généralement, les programmes n'ont pas le temps de consacrer un vrai morceau à l'histoire du droit international. Vous apprendriez beaucoup de choses, y compris tous les débats sur le concept du jus consciens, y compris le débat sur la question du droit naturel et du droit positif. Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que les premiers, ce qu'on a appelé les pères fondateurs du droit international, venaient en grande partie de l'Église aussi, n'est-ce pas? De Vitoria, Suarez et tout ça. Ça, c'était des moines. Et donc, à une époque où le christianisme était très dominant en Europe, et dont la pensée du droit international se coulait aussi dans la pensée globale de la société. Quelqu'un comme Hugo de Groot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, toute sa doctrine partait d'abord du principe acquis que la théologie chrétienne était la base de ce qui devait sous-tendre la réflexion en droit international. Je ne dis pas que la théologie chrétienne n'est pas bonne, je dis simplement qu'il faut le savoir et faire son propre inventaire, et analyser et savoir effectivement si ça peut continuer à régir tout cela aujourd'hui ou pas. Voilà, je crois que je n'ai peut-être pas, je l'espère, épuisé le sujet, mais il m'a suffi juste de vous indiquer qu'il y avait encore là matière à réflexion, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, professeur Camteau, pour cette lumineuse et fantastique conférence. On a la salle jusqu'à 15h30. Je crois qu'on peut prendre quelques questions, mais avant de procéder aux questions, j'ai juste à titre de rappel, il y a 2 micros de part et d'autre, un micro de part et d'autre de la salle. Si vous voulez poser une question, je vous invite à vous lever et aller vous mettre en rang pour poser la question au micro afin que tout le monde dans la salle puisse vous entendre. Et autre chose, je tiens à souligner et à la rappeler, on a une salle voisine qui est pleine aussi, qui malheureusement on ne pouvait pas accommoder. Et je voulais juste le rappeler parce qu'on a cette salle-ci, mais toute la conférence a été diffusée aussi dans la salle voisine. Il y a plus de 250 personnes qui se sont présentées à l'événement et je vous remercie pour ça. Donc maintenant pour la période de questions, un à la fois, au micro, on y va lentement et je vous laisse, professeur Camteau, prendre des questions. Merci Sylvain Diongo pour ce passage. Jean de Dieu Momo, pour sortir définitivement l'émission. Est-ce que vous tireriez les conséquences d'un échec ou bien d'une défaite à ces élections? Si vous n'aviez pas un seul élu, est-ce qu'on pouvait penser que vous tireriez les conséquences, c'est-à-dire quitter le gouvernement? Parce que vous n'avez pas de légitimité, la légitimité que vous avez quêtée. D'abord, je n'ai pas été nommé parce que j'ai gagné une élection avec le PADEC. J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État. Vous savez pourquoi vous avez été nommé? J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État qui a gagné. Vous savez il a gagné et il a récompensé les gens qui l'ont soutenu comme moi. Ah, vous pensez? D'accord. Voilà. Donc, ne pensez pas que si je perds les élections, que quoi que ce soit va changer dans ma situation de ministre. Non, on dit vous, de votre propre chef. Démissionner? Oui. Que je suis fou. Démissionner comment? Mais vous êtes parce malade. que vous êtes allé
Ah non, À la quête non, du pardon. suffrage, vous avez investi des candidats dans votre parti. Arrêtez de Et puis rêver. vous tirez les Ça, c'est chez conséquences. les Blancs. Pardon. Ne continuez pas dans les affaires comme ça. J'ai missionné alors que je travaille pour un peuple. Si je démissionne, tu crois que le peuple là va me laisser? Les gens de Tchangla, même comme ils ne m'aiment pas. Enfin, ils m'aiment. Mais il y a quelques personnes, quelques groupuscules qui ne m'aiment pas. Tu crois qu'ils vont accepter? Démissionner? Pourquoi? Comment? Démissionner? Je ne rêvais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça n'entre même pas dans mes analyses. Puisque là où je suis utile. Je suis utile. On vous croit Je cette suis fois-ci. utile à mon peuple. On vous croit cette Et fois-ci je parce sais que- la politique du chef de Parce que c'est l'État. avec le même enthousiasme que vous avez dit il y a 10 ans, je ne peux pas travailler avec Paul Biya. Eh bien voilà. Donc on vous croit cette fois-ci. Si vous On croit que vous pouvez pas pensez que c'est mais je crois plutôt que ici, dans votre télévision à Rennes, vous m'avez posé la question, je vous ai dit que s'il me donne, j'accepte. Même ministron. Même ministron, voilà. Et pourquoi vous voulez faire comme si je n'avais pas dit ça? J'avais dit que même ministron, je prends. Et vous voulez que après que j'ai couru après le ministron, maintenant que je suis ministron, et je refuse, mais il faut être fou. Je ne fais pas la politique des fous, là. Vraiment. Non, c'est vrai. Ils sont dans les Facebook, ils rêvent. Oh, moi, j'ai les pieds sur terre. Merci. J'ai les Alors, pieds sur terre. un acte de campagne qui est quand nous sortons par là. Il avait dénoncé dans son dernier discours public à Conakry, lors des obsèques de l'ex-président ghanéen Nkrumah, le cancer de la trahison qui ronge les mouvements africains. Ces propos prennent une étrange résonance aujourd'hui, qu'en Guinée comme en Angola et au Mozambique, plusieurs mouvements réclament un pouvoir que les Portugais n'ont pas encore abandonné. Quoi dire encore? Mais nous devons parler, car sinon, à ce moment, si nous ne parlons pas, le cœur peut éclater. Nos larves ne doivent cependant pas noyauter la vérité. Nous, combattants de la liberté, nous ne pleurons pas la mort d'un homme, même d'un homme qui a été un compagnon de lutte et un révolutionnaire exemplaire, car comme dit souvent le président Ahmed Sékou Touré, qu'est-ce que l'homme devant le devenir infini et transgressant du peuple et de l'humanité? Nous ne pleurons non plus le peuple du Ghana bafoué dans ses réalisations les plus belles, dans ses aspirations les plus légitimes. Nous ne pleurons pas également l'Afrique trahie. Nous pleurons, oui, de haine à l'égard de ceux qui ont été capables de trahir Nkrumah au service ignobile de l'impérialisme. Monsieur le Président, l'Afrique, en exigeant par la voix du peuple de la République de Guinée, interprété fidèlement comme toujours par le président Ahmed Sékou Touré, que Nkrumah soit placé à sa place de droit au plus haut cime du Kilimandjaro de la révolution africaine, l'Afrique se réhabilite elle-même devant elle-même et devant l'histoire. Le président Nkrumah, auquel nous rendons hommage, c'est d'abord le stratège génial de la lutte contre le colonialisme classique, celui qui a créé ce que nous pouvons appeler le positivisme africain, auquel il a appelé the positive action, l'action positive. Nous rendons hommage à l'ennemi déclaré du néocolonialisme en Afrique et ailleurs, au stratège du développement économique de son pays. Monsieur le Président, nous saluons le combattant de la liberté des peuples d'Afrique, qui a toujours su accorder un appui sans réserve au mouvement de libération nationale. Et nous voulons vous dire ici que nous, en Guinée aux îles du Cap-Vert, s'il est vrai que le facteur primordial pour le développement de notre lutte à l'extérieur de notre pays a été l'indépendance de la République de Guinée, le nom héroïque du peuple guinéen le 28 septembre 1958, il est vrai aussi que si nous sommes partis vers la lutte encouragée, cela a été beaucoup dû à l'appui concret du Ghana et particulièrement du président Nkrumah. Monsieur le Président,
Nous devons cependant à ce moment nous rappeler que toutes les monnaies dans la vie ont deux faces. Toutes les réalités ont des aspects positifs et négatifs. À l'action positive s'est opposée et s'oppose toujours une action négative et vice-versa. Jusqu'à quel point donc le succès de la trahison au Ghana est-il lié ou non lié à des problèmes de la lutte de classe, des contradictions de structure sociale, du rôle du parti et d'autres institutions, y compris des forces armées, dans le cadre d'un nouvel État indépendant? Jusqu'à quel point, demandons-nous à nous-mêmes, le succès de la trahison au Ghana est-il ou non lié à une définition correcte de cette entité historique et artisane de l'histoire qu'est le peuple et à son action quotidienne en défense de ses propres conquêtes dans l'indépendance? Ou jusqu'à quel point le succès de la trahison n'est-il pas lié au problème majeur du choix des hommes dans la Révolution? Méditer sur cette quelques questions nous permettra peut-être de mieux comprendre la grandeur de l'œuvre de Nkrumah, de comprendre la complexité des problèmes qu'il a dû affronter combien de fois seul. Des problèmes qui nous permettront sûrement de conclure que tant que l'impérialisme existe, un État indépendant en Afrique doit être un mouvement de libération au pouvoir ou il n'en sera pas. Qu'on ne vienne pas nous affirmer que Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non, Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison que nous devons extirper. Par le cancer de la trahison dont nous devons extirper les racines en Afrique si nous voulons vraiment liquider définitivement la domination impérialiste de ce continent. Mais nous, Africains, nous croyons fermement que les morts continuent vivants à nos côtés. Nous sommes des sociétés de morts et de vivants. Nkrumah ressuscitera chaque aube dans le cœur et dans la détermination des combattants de la liberté, dans l'action de tous les véritables patriotes africains. Nous, mouvements de libération, nous ne pardonnerons pas ceux qui ont trahi Nkrumah. Le peuple du Ghana ne pardonnera pas. L'Afrique ne pardonnera pas. L'humanité progressiste ne pardonnera pas.